La porte s'ouvre brusquement. Une femme maigre, couverte de sueur et de poussière rouge, s'effondre à genoux sur le sol de terre battue. Ses mains saignent. De profondes marques de cordes marquent ses épaules. Elle vient de déposer 50 kilos de bois devant la maison. Haletante. Le regard vide. De l'intérieur, une voix glaciale déchire le silence comme un rasoir. Tu crois que ça suffit? Tu ne dormiras pas ici ce soir. Tu passeras la nuit dehors avec les chiens, là où est ta place. La caméra se rapproche du visage de la jeune femme. Une larme solitaire coule sur sa joue, mais elle ne dit rien. Elle se relève simplement, ramasse le chiffon sale qui lui sert de couverture et sort dans la cour. Il fait nuit. Il fait froid. Elle a 19 ans, et personne ne sait que, 8 mois plus tard, exactement, cette même femme qui l'a humiliée se présentera à sa porte, à genoux, mendiant de la nourriture. Mais avant de vous raconter comment elle a renversé la situation, je dois vous montrer le début de l'histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en. Nous approchons des 500 abonnés et vous voudrez certainement suivre des histoires vraies comme celle-ci. Laissez un like, activez la cloche et commentez ci-dessous, je crois au pouvoir de changer la donne. Cela permettra à l'algorithme de diffuser ce contenu auprès des personnes qui en ont besoin. Alors, suivez-moi, car cette histoire vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Tout commence 5 ans plus tôt. Dans les collines de Mbale, une région rurale d'Ouganda, Tandé, une jeune fille de 14 ans, se réveille au son de sanglots étouffés. C'est l'aube. Sa mère, Nyasha, est allongée sur une natte de paille, crachant du sang. Son père, Jabari, tient la main de sa femme, mais ne peut dissimuler le désespoir qui se lit sur son visage. Tandé le sait. Tout le monde le sait. Il n'y a pas d'argent pour un hôpital. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas d'issue. 3 jours plus tard, Nyasha meurt dans les bras de sa fille, murmurant ces dernières paroles. Tandé, promets-moi que tu prendras soin de ton père. Promets-moi que tu seras forte. La jeune fille le promet, pleurant à chaudes larmes. Mais elle est loin d'imaginer que cette promesse lui coûtera tout. Les jours suivants sont un brouillard de chagrin. Les funérailles sont simples. Quelques voisins, des chants traditionnels et des fleurs sauvages cueillies à la hâte. Tandé reste là, près de la tombe peu profonde, tandis qu'on recouvre le corps de sa mère de terre. Elle ne pleure plus. Non pas qu'elle ne le veuille pas, mais parce que ses larmes sont taries. Son corps est en mode survie. Jabari est brisé, les yeux rouges, le corps courbé comme s'il avait vieilli de 10 ans en une semaine. Il parle à peine, mange à peine, réagit à peine quand Tandé lui touche le bras. La jeune fille comprend qu'elle a perdu non seulement sa mère, mais aussi, d'une certaine manière, son père. Dans les semaines qui suivent, Tandé prend en charge toutes les tâches ménagères. Elle se lève avant l'aube, allume le feu avec du petit bois sec, prépare du porridge de maïs et lave le linge dans le ruisseau à 20 minutes de marche. Elle a 14 ans, mais ses mains paraissent déjà bien plus vieilles, calleuses et crevassées par le travail incessant. Le soir, lorsqu'elle se couche enfin sur sa mince natte, elle regarde le toit de chaume et murmure à sa mère. « J'essaie, maman. J'essaie d'être forte comme tu me l'as demandé. » Mais en réalité, elle est terrifiée. Car sans sa mère, sans revenu stable, sans aide, elle ignore combien de temps elles pourront survivre. Jabari tente de reprendre le travail à la plantation de café, mais il est brisé intérieurement. Autrefois respecté dans la communauté, il était connu pour son intégrité, sa force physique et sa capacité à travailler du matin au soir sans se plaindre. Mais à présent, il trébuche, oublie ses outils et perd sa concentration. Les autres ouvriers murmurent. Le propriétaire de la plantation, Monsieur Kato, un homme corpulent coiffé d'un chapeau de paille, convoque Jabari dans son bureau. « Écoute, Jabari, je sais que tu traverses une période difficile. Mais je ne peux pas garder quelqu'un qui n'est pas performant. Je te donne 2 semaines de plus. Si tu ne t'améliores pas, je serai obligé de te licencier. » Jabari hoche simplement la tête, le regard baissé, et quitte la pièce, plus vulnérable que jamais. Tandé remarque le changement chez son père. Elle voit son regard absent pendant le dîner, ses profonds soupirs avant de se coucher, le nom de Nyasha qu'il murmure la nuit. Et elle le sait, il baisse les bras. Alors, un soir, après avoir servi la soupe de légumes liquides qui reste dans le garde-manger, Tandé s'assoit en face de son père et lui prend les mains. « Papa, je sais que c'est dur. Elle me manque aussi tous les jours. Mais maman ne voudrait pas qu'on abandonne. Elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle. Nous devons faire pareil. » Jabari regarde sa fille, les yeux embués de larmes, et pour la première fois depuis des semaines, il lui serre la main. « Tu as raison, ma fille. Je vais essayer. » Mais le destin en avait décidé autrement. 6 mois passent. Nous sommes en décembre, le mois le plus chaud de l'année en Ouganda. Le soleil est implacable, transformant la terre en poussière et les cultures en champs desséchés.
Jabari travaille à la ferme, grimpant à une vieille échelle de bois pour atteindre les plus hautes branches des caféiers. L'échelle grince à chaque pas. Il aurait dû en demander une nouvelle, mais il ne voulait déranger personne. Il ne voulait pas paraître faible. Arrivé au 5e barreau, il entend un craquement sec. Le bois cède. Jabari bascule en arrière et se cogne la colonne vertébrale contre une pierre pointue qui affleure du sol. Le bruit est horrible, comme une branche qui se brise. Il reste là, immobile, les yeux ouverts, incapable de bouger. Les autres ouvriers courent, crient, appellent à l'aide. Mais il leur faut près de 3 heures pour emprunter une charrette et emmener Jabari au dispensaire le plus proche. Le médecin est un homme fatigué, vêtu d'une blouse tachée et portant des lunettes de travers. Il examine Jabari en silence, palpe sa colonne vertébrale et effectue quelques tests de réflexe. Puis il appelle Tandé dehors. « Votre fille, n'est-ce pas ?» Tandé hoche la tête nerveusement. « Écoutez, je ne vais pas vous mentir. Sa colonne vertébrale a subi un grave traumatisme. Il a une mobilité réduite dans les jambes et une grande faiblesse dans les bras. Cela pourrait être temporaire ou permanent. Il aurait besoin de soins spécialisés, de kinésithérapie, de médicaments. Mais c'est cher. » Tandé déglutit difficilement. « Combien ?» Le médecin se gratte la tête. « Environ 2 millions de shillings. Peut-être plus. C'est une fortune. » Tandé sait qu'ils ne pourront jamais réunir une telle somme. Elle retourne dans la chambre où son père est allongé, le regard fixé au plafond, et esquisse un sourire forcé. « Le médecin a dit que tu allais t'en sortir, papa. » Jabari tourne lentement la tête et murmure. « Inutile de mentir, Tandé. Je sais que c'est fini. » Les mois qui suivent sont les plus difficiles de la vie de Tandé. Jabari rentre à la maison, mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il peut s'asseoir avec peine, et ses jambes ne répondent plus correctement. Marcher est presque impossible. Il a besoin d'aide pour tout. S'habiller, aller aux toilettes, manger. Tandé assume tout seul. À 15 ans, elle est à la fois infirmière, cuisinière, femme de ménage et pourvoyeuse de tout. Elle vend les dernières poules de la cour, troque du maïs contre des haricots avec les voisins et demande de petits boulots dans les maisons alentours. Elle lave le linge, nettoie les jardins et porte de l'eau. Elle accepte tout ce qui lui permet de gagner de l'argent, même une petite somme. Le soir, elle compte les pièces dans sa main et fait ses calculs. Combien reste-t-il pour le loyer, pour la nourriture, pour les médicaments prescrits par le médecin? Ce n'est jamais assez. Puis, un après-midi de mars, alors que la situation semblait déjà insupportable, Jabari fit quelque chose que Tandé n'aurait jamais imaginé. Il appela sa fille, lui demanda de s'asseoir et dit « Tandé, j'ai pris une décision. Je vais me remarier. » Tandé resta figé. « Quoi ?» Jabari évita son regard. « J'ai rencontré une femme du village, Esh. Elle est veuve, elle a une fille et elle est seule. Elle m'a proposé son aide. Elle a dit qu'elle pourrait s'occuper de moi pendant que tu travailles. Elle pourrait participer aux frais. » Tandé sentit une oppression dans sa poitrine. « Papa, nous ne connaissons pas cette femme. Comment peux-tu être sûr de pouvoir lui faire confiance ?» Jabari soupira. « Je n'ai pas le choix, ma fille. Je ne peux plus être un fardeau pour toi. Tu mérites de vivre, pas de rester à t'occuper d'une invalide. » Tandé saisit la main de son père. « Tu n'es pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. » Mais Jabari avait déjà pris sa décision. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Esh apparaît 3 jours plus tard. C'est une femme grande, à la peau sombre, aux yeux perçants et au sourire forcé. Elle porte une robe colorée, un foulard noué autour de la tête et des boucles d'oreilles en or qui teintent à chaque mot. À ses côtés se tient une jeune fille de 17 ans, les bras croisés, l'air ennuyé. Dalia, la fille. Esh serre Jabari dans ses bras avec une tendresse exagérée, aux grandes dames des voisins qui observent la scène de loin. « Ma chère, je suis venue prendre soin de toi. Tu ne souffriras plus. » Puis elle se tourne vers Tandé et lui tend la main. « Tu dois être la fille. Quelle jolie jeune fille. Nous nous entendrons très bien. » Tandé lui serre la main, mais son contact est glacial. Quelque chose dans le regard d'Esh détonne avec son sourire. Et lorsque Dalia entre dans la maison sans même la saluer, Tandé comprend, sa vie vient de s'achever. Le mariage est simple, une cérémonie rapide en présence du chef de la communauté, de quelques voisins et d'un gâteau de manioc apporté par Esh. Jabari, assis sur une chaise en bois, esquisse un sourire, s'efforçant de paraître heureux. Tandé reste dans un coin, observant la scène, la gorge serrée. Après la cérémonie, Esh prend possession de la maison. Elle réorganise les meubles, jette les affaires de Nyasha, les jugeant vieilles et tristes, et se réserve la plus belle chambre pour Dalia et elle.
Tandé hérite de la plus petite, une pièce exiguë au fond de la maison où le tapis tient à peine. Cette première nuit, Tandé s'allonge et fixe le plafond. Elle murmure à sa mère, « Maman, je ne sais pas si je vais y arriver. » Et pour la première fois depuis des mois, elle s'endort en pleurant. Les premiers jours, Esh maintient les apparences. Elle cuisine, nettoie, parle à Jabari d'une voix douce. Mais dès qu'il s'endort, le masque tombe. Elle regarde Tandé avec dédain. « Tu te lèveras à 4 heures demain matin. J'ai besoin d'eau du puits, de bois de chauffage et du porridge prêt avant le lever du soleil. Compris ?» Tandé hésite. « Mais j'ai aussi besoin de temps pour travailler dehors et... » Esh s'approche, les yeux plissés. « Tu feras ce que je te dis. C'est ma maison maintenant. Ton père m'a donné autorité. Si ça ne te plaît pas, tu peux partir. » Tandé ravale ses mots. Elle regarde la chambre où dort son père et comprend. Elle est piégée. La routine se transforme en un cauchemar organisé. Tandé se lève à 4 heures du matin, alors que le ciel est encore sombre et que l'air froid lui mord la peau. Elle allume le feu avec des brindilles gorgées de rosée, soufflant dessus jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Elle prépare une épaisse bouillie de maïs non sucré, car le sucre est un luxe. Puis, elle prend les seaux en métal et marche jusqu'au puits communal, à 3 kilomètres de là. Le chemin est de terre rouge, parsemé de pierres et de trous. Ses pieds nus saignent, mais elle ne peut s'arrêter. À son retour, les lourds seaux sur les épaules, Esh est déjà levée, assise sur le porche, à la regarder. « Tu as mis trop de temps. Sois plus rapide demain. » Tandé ne répond pas. Elle pose simplement les seaux dans la cuisine et part pour sa prochaine tâche, ramasser du bois. La forêt est à 4 kilomètres de la maison. Le sentier est escarpé, envahi par une végétation dense et des racines apparentes qui semblent être des pièges pour les pieds fatigués. Tandé porte une vieille machette rouillée ayant appartenu à son grand-père. La lame est émoussée, et chaque coup demande un effort considérable. Elle choisit des branches sèches, les plus épaisses, car Esh n'accepte que du bois de chauffage de qualité. Il lui faut des heures pour en couper suffisamment. Lorsqu'elle a enfin attaché le fagot avec une corde de sisal, elle tente de le soulever. C'est trop lourd. 50 kilos, peut-être plus. Ses jambes tremblent, son dos la fait souffrir, mais elle se force à se lever. Elle pose le fagot sur sa tête, le maintenant en équilibre à deux mains, et se remet en route. Le soleil est haut dans le ciel, brûlant sa peau et la déshydratant complètement. La sueur ruisselle, se mêlant à la poussière rouge et creusant des rides sur son visage. La corde lui entaille les épaules, provoquant des plaies lancinantes. Tandé avance lentement, chaque pas étant un combat contre la douleur et l'épuisement. En chemin, elle croise d'autres villageois. Certains détournent le regard, gênés. D'autres chuchotent. Un groupe d'enfants rit et la montre du doigt. Regardez la porteuse de bois. On dirait un âne. Tandé serre les dents et poursuit son chemin. Elle a appris à ne pas répondre. Répondre ne ferait qu'empirer les choses. Quand elle rentre chez elle des heures plus tard, Tandé laisse le paquet appuyé contre le mur extérieur et s'effondre presque sur le sol. Elle a mal partout. Son dos la fait souffrir. Ses mains tremblent. Mais elle n'a pas le temps de se reposer. Esh apparaît sur le seuil, regarde le paquet et fronce les sourcils. C'est tout ? J'ai commandé plein de bois. Ça ne durera même pas 2 jours. Tandé lève la tête, incrédule. J'ai porté 50 kilos toute seule. L'interrompt Esh. Je m'en fiche. Apportant plus de main. Et maintenant, va t'occuper de ton père, il t'appelle. Tandé se traîne jusqu'à la chambre de Jabari. Son père est allongé, en sueur et visiblement mal à l'aise. Elle lui essuie le visage avec un linge humide, le change, prépare une bouillie chaude et la lui donne à manger cuillère après cuillère. Jabari essaie de sourire. Ça va, ma fille. Tandé se force à lui rendre son sourire. Oui, papa. Ne t'inquiète pas. Mais la vérité est tout autre. Tandé est au bord du gouffre. Et le pire est à venir. Car Esh n'était pas cruelle par simple négligence. Elle l'était par plaisir. Et cela devint évident un soir en particulier, 2 semaines après le mariage. Tandé revient de la forêt, plus épuisé qu'eux. Jamais, ses vêtements déchirés par les branches et son corps couvert d'égratignures. En entrant dans la maison, l'odeur de la nourriture lui emplit les narines. Poulet rôti. Riz assaisonné. Bananes frites. Esh et Dahlia sont assises à table, riant, discutant, dévorant leur repas. Tandé s'arrête à la porte, les observant. Son ventre gargouille bruyamment. Elle n'a rien mangé depuis le porridge liquide du matin. Esh la regarde, riant toujours, et dit « Ah, te revoilà. Bien. Tu as du travail. » Tandé hésite. « Je peux manger un peu avant. »
Esh l'interrompt en riant. Manger? Tu crois que tu mérites de manger à la même table que nous? Dahlia rit, la bouche pleine de riz. Elle ressemble à une mendiante, maman. Elle sent mauvais aussi. Esh se lève, va à la cuisine et revient avec un bol. À l'intérieur, les restes brûlés du fond de la poêle. Des morceaux de riz collés ensemble, de la peau de poulet sans chair, des restes que n'importe qui jetterait. Elle pose le bol par terre, comme si elle nourrissait un chien. Tiens. C'est ce que tu mérites. Tandé regarde le bol, puis Esh, puis son père dans la pièce d'Axe en grave côté. Jabari dort, inconscient de tout. Elle pourrait crier, se plaindre, se rebeller. Mais qu'arriverait-il? Esh la mettrait à la porte. Et qui s'occuperait de son père? Alors Tandé s'accroupit, ramasse le bol et mange en silence. Chaque bouchée est une humiliation. Chaque morceau brûlé lui rappelle qu'elle a perdu le contrôle de sa vie. Esh la regarde, satisfaite, comme si elle assistait à un spectacle. Dahlia prend une photo avec son portable en riant. Je vais la montrer à mes copines. Elles n'en croiront pas leurs yeux. Cette scène se répète chaque soir. Esh prépare des repas somptueux pour elle et Dahlia, mais ne réserve que les restes attendés. Et elle prend toujours soin de manger lentement, devant elle, savourant chaque bouchée, commentant combien c'est délicieux. C'est une torture psychologique raffinée. Et Tandé l'endure en silence, car elle n'a pas le choix. Mais quelque chose change en elle. À chaque humiliation, à chaque nuit où elle dort le ventre vide, à chaque matin où elle se lève avant l'aube, une étincelle de détermination commence à grandir. Elle ne le sait pas encore, mais cette étincelle deviendra une flamme. Et cette flamme consumera tout. Les mois passent. 6, 7, 8. La vie de Tandé se transforme en un cycle mécanique de souffrance. Se réveiller, travailler, être humilié, dormir. Se réveiller, travailler, être humilié, dormir. Son corps s'amaigrit. Ses vêtements deviennent trop grands. On aperçoit ses os sous sa peau. Au village, les commérages commencent. Avez-vous vu la fille de Jabari? On dirait qu'elle meurt de faim. Mais personne ne réagit. Car dans les petites communautés, on ne s'immisce pas dans les affaires des autres. Alors Tandé continue sa vie, invisible aux yeux de tous, sauf de son père. Jabari comprend. Il n'est pas aveugle. Il voit les marques sur le corps de sa fille, sa démarche voûtée, la tristesse dans ses yeux. Et cela le déchire. Un soir, il appelle Tandé et lui serre la main de toutes ses forces. « Ma fille, je suis désolé. » Tandé fronce les sourcils. « Désolé de quoi, papa ?» Jabari a les larmes aux yeux. « D'avoir fait entrer cette femme chez nous. Je pensais bien faire. Je pensais qu'elle nous aiderait. Mais je me suis trompé. Tellement trompé. » Tandé lui serre la main. « Ce n'était pas ta faute, papa. Tu étais désespéré. » Jabari secoue la tête. « Ce n'est pas une excuse. Je t'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber ta mère. » Tandé s'approche et enlace son père. « Ne parle pas comme ça. On va s'en sortir. Je te le promets. » Mais elle ne sait pas comment faire. La situation semble désespérée. Jusqu'à ce qu'un matin, tout bascule. Tandé est au marché central de Mbal, vendant du bois de chauffage comme chaque semaine. Elle lit soigneusement les fagots, les trie par taille et les vend à un prix juste. Les gens la connaissent déjà. Ils savent que son bois est de bonne qualité, sec et qu'il brûle bien. Un homme s'approche. D'âge mûr, il porte des lunettes rondes, une chemise blanche et un pantalon marron. Il a l'air sérieux, mais pas désagréable. Il observe Tandé en silence pendant quelques minutes, regardant comment elle s'occupe de ses clients, comment elle compte soigneusement la monnaie, comment elle les remercie d'un sourire fatigué mais sincère. Alors que l'agitation se calme, l'homme s'approche. « Bonjour. Puis-je vous parler ?» Tandé lève les yeux, surprise. « Bonjour monsieur. Souhaiteriez-vous acheter du bois de chauffage ?» Il esquisse un sourire. « Pas exactement. Je m'appelle Dakare Otieno. Je suis propriétaire de l'auberge Kilima, là-bas, sur la rue principale. » Tandé connaît l'endroit. C'est une petite auberge bien entretenue, prisée des voyageurs de passage dans la région. « Je vous observe depuis quelques semaines, » poursuit Dakare. « Vous êtes ponctuelle, organisée et respectueuse envers vos clients. Ce sont des qualités rares. » Tandé reste sans voix. Personne ne l'a jamais complimenté ainsi. « Merci monsieur. » Dakare croise les bras. « J'ai besoin de quelqu'un pour travailler à la cuisine de l'auberge. Faire la vaisselle, aider à la préparation des repas, nettoyer. Le salaire est de 150 000 shillings par mois. Cela vous intéresserait-il ?» Tandé se fige. 150 000 shillings.
C'est plus que ce qu'elle gagne en 3 mois en vendant du bois de chauffage. C'est l'opportunité qu'elle attendait sans le savoir. Je suis très intéressée, monsieur. Mais je n'ai jamais travaillé dans une cuisine professionnelle. Dakaré fait un geste de la main. J'enseigne. Ce que je ne peux pas enseigner, c'est le caractère. Et vous en avez clairement. Les yeux de Tandé s'embuent de larmes. Quand est-ce que je commence? Dakaré sourit. Demain, 6 heures du matin. Ne soyez pas en retard. Tandé hoche la tête rapidement, presque désespérément. Je ne serai pas en retard. Je vous le promets. Merci infiniment, monsieur. Merci infiniment. Elle range les quelques pièces qu'elle a gagnées ce jour-là et court chez elle, le cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis des mois, elle ressent quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. En rentrant chez elle, Tandé se précipite dans la chambre de son père. Jabari est réveillé, le regard perdu par la fenêtre. Elle s'assoit près de lui et prend ses mains dans les siennes. « Papa, j'ai trouvé du travail. Un vrai travail. Dans une auberge. Ils vont me payer 150 000 shillings par mois. » Les yeux de Jabari s'emplissent de larmes. « Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu le mérites amplement. » Tandé serre son père fort dans ses bras. « On va surmonter ça, papa. Je te le promets. » Mais la joie est de courte durée. Karesh écoutait la conversation derrière la porte. Et lorsque Tandé sort de la chambre, elle trouve sa belle-mère, les bras croisés, le visage fermé. « Un travail, hein? Tu crois que tu vas te contenter de travailler dans un hôtel et laisser tomber tes responsabilités ici? » Tandé prend une profonde inspiration. « Je continuerai à aider ici. Mais ce travail est important pour... » Esh l'interrompt en frappant le mur du poing. « Tu vas continuer à ramasser du bois. Tu vas continuer à faire tout ce que je te dis. Et si tu te plains, tu sais ce qui va se passer. » Tandé la regarde, et pour la première fois, ne baisse pas les yeux. « Je ferai mon travail ici. Et je travaillerai aussi à l'auberge. » Esh plisse les yeux, surprise par la réponse. « Tu deviens insolente. » Tandé ne répond pas. Elle se contente de se retourner et de rejoindre sa chambre. Esh reste là, à l'observer, sentant que quelque chose a changé. Et elle a raison. Car Tandé n'est plus la jeune fille brisée qu'elle était il y a quelques mois. Elle commence à retrouver des forces. Et ces forces ne feront que grandir. Le lendemain, Tandé se lève à 4 heures du matin comme d'habitude. Elle allume le feu, prépare le porridge, va chercher de l'eau. Mais cette fois, elle fait tout plus vite, avec une efficacité quasi militaire. À 5h30, elle est prête. Elle enfile ses vêtements les moins abîmés, noue un foulard propre autour de sa tête et quitte la maison. Le ciel est encore sombre, mais elle marche d'un pas déterminé sur le chemin de terre jusqu'à l'auberge Kilima. L'endroit est modeste mais charmant. Des murs peints en jaune, un toit de tôle bien entretenu, un petit jardin aux fleurs multicolores. Dakaré est à la porte, il l'attend. Ponctuel. Bon signe. Viens, je vais te montrer la cuisine. La cuisine est petite mais bien organisée. Une plaque de cuisson à gaz à 4 feux, un évier en métal, des étagères où les casseroles et poêles sont soigneusement rangés, un vieux réfrigérateur encore fonctionnel. Dakaré présente Tandé aux 2 autres employés, Imani, la chef cuisinière, une femme robuste d'une 50aine d'années au sourire accueillant, et Zola, la serveuse, une jeune femme timide mais sympathique d'une 20aine d'années. Tout le monde, voici Tandé. Elle va nous aider en cuisine. Apprenez-lui tout. Imani observe Tandé de haut en bas et sourit. Bienvenue, ma chérie. On va bien travailler ensemble. Les premiers jours sont intenses. Tandé lave des montagnes de vaisselle, d'énormes casseroles et des couverts souillés par le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ses mains, déjà calleuses à force de porter du bois, sont maintenant rouges à cause de l'eau chaude et du savon. Mais elle ne se plaint pas. Elle observe Imani cuisiner, absorbant chaque geste, chaque épice, chaque technique. Elle apprend à émincer les oignons sans pleurer, à faire frire le poisson sans éclabousser d'huile, à préparer un riz moelleux. Dakaré passe dans la cuisine plusieurs fois par jour, observant. Il ne dit pas grand-chose, mais Tandé sent qu'elle est mise à l'épreuve. Alors elle se donne à fond. Elle arrive tôt. Elle part tard. Elle ne fait jamais d'erreur. Et petit à petit, les autres employés commencent à la respecter. Imani, en particulier, se prend d'affection pour Tandé. Un après-midi, alors qu'elles épluchent des pommes de terre ensemble, elle lui demande « Tu viens de Mbal ?» Tandé hoche la tête. « Oui. Je vis avec mon père et ma belle-mère. » Quelque chose dans sa voix fait froncer les sourcils à Imani. « Belle-mère ? Comment sont vos relations ?» Tandé hésite. Elle n'en a jamais parlé à personne.
Mais il y a quelque chose dans la présence d'Imani, dans la douceur de sa question, qui fait baisser la garde de Tandé. C'est compliqué. Imani pose la main sur son épaule. Si tu as besoin de parler, je suis là. J'ai été jeune moi aussi. Je sais combien la vie peut être dure. Tandé esquisse un faible sourire. Merci, Imani. C'est la première fois depuis des mois que quelqu'un lui offre son soutien sans rien attendre en retour. Mais la vie à la maison reste un véritable enfer. Esh refuse d'accepter que Tandé travaille à l'extérieur. Elle intensifie les mauvais traitements. Elle oblige Tandé à se lever encore plus tôt, à 3h30 du matin. Elle augmente la quantité de bois de chauffage exigée. Elle réduit les portions de nourriture. Et Dahlia, voyant sa mère agir ainsi, se sent autorisée à être encore plus cruelle. Elle répand des mensonges dans tout le village. Elle dit que Tandé se prostitue à l'auberge. Qu'elle vole de la nourriture. Qu'elle néglige son père. Les rumeurs se propagent rapidement. Ceux qui achetaient autrefois du bois de chauffage à Tandé détournent maintenant le regard. Certains l'insultent ouvertement. « Tu devrais avoir honte », crie une femme dans la rue. « Laisser ton père malade seul pendant que tu fais je ne sais quoi dans cet hôtel. » Tandé ne répond pas. Elle a appris que se défendre ne fait qu'alimenter les rumeurs. Alors elle continue simplement à marcher, la tête haute, même si elle souffre intérieurement. La tension à la maison atteint des sommets insoutenables. Un soir, Tandé rentre du travail à 8h, épuisée. Elle a travaillé 12 heures d'affilée, aidant Imani à préparer un banquet pour un groupe de touristes allemands logeant à l'auberge. En entrant, elle trouve Esh qui l'attend sur le seuil, les bras croisés, le visage déformé par la colère. « Où étais-tu » demande Tandé en fronçant les sourcils. « Je travaillais. Monsieur Dakaré avait besoin que je reste tard parce que... » Esh l'interrompt d'une gifle. Le bruit résonne dans la maison. La joue de Tandé brûle, ses yeux se remplissent de larmes. « Je me fiche de tes excuses. Tu as des obligations ici. Ton père a passé toute la journée seul, sale et affamé, parce que tu t'amusais à l'hôtel. » Tandé se touche le visage, incrédule. « Je ne m'amusais pas. Je travaillais pour gagner de l'argent et pouvoir aider. » Une autre gifle, plus violente cette fois. « Tais-toi. Tu es ingrat. Je t'ai donné un abri, de la nourriture, et c'est comme ça que tu me remercies ?» Jabari, entendant les cris provenant de la chambre, tente de se lever mais tombe du lit. Le bruit de la chute fait accourir Tandé vers lui, oubliant complètement Esh. Elle aide son père à se redresser et vérifie s'il est blessé. « Papa, ça va ?» Jabari est pâle et tremblant. « Oui, ma fille. Ne t'inquiète pas pour moi. » Mais Tandé voit la vérité. Il est malnutri, faible, négligé. Esh avait promis de s'occuper de lui, mais elle ne fait rien. La colère monte en Tandé. Elle se tourne vers Esh, qui se trouve sur le seuil de la chambre. « Tu as dit que tu t'occuperais de lui. Tu l'as promis. » Esh rit d'un rire sans joie. « Je m'occupe mieux de ton père qu'il ne le mérite. C'est un poids mort dans cette maison. » Jabari baisse la tête, honteux. Et Tandé comprend. Elle doit sortir son père de là. Sinon, il va mourir. Ce soir-là, après s'être occupée de son père, l'avoir baigné, changé et nourri avec les quelques provisions qui restaient dans la cuisine, Tandé s'allongea sur la natte et se fit une promesse silencieuse. « Dans 6 mois, nous partirons d'ici. Quoi qu'il arrive, nous aurons notre propre maison. » Elle commença à faire des plans. Elle calcula combien elle devait économiser pour louer une petite maison au village. 300 000 shillings pour les 3 premiers mois de loyer, plus 100 000 pour les meubles de base, plus 200 000 pour les imprévus. 600 000 shillings au total. Avec un salaire de 150 000 shillings par mois, si elle économisait tout, cela lui prendrait 4 mois. Mais elle ne pouvait pas tout économiser, car elle devait acheter des médicaments pour son père, manger, et payer ses déplacements. Alors elle recalcula, en économisant 100 000 shillings par mois, cela lui prendrait 6 mois. C'est faisable. Difficile, mais faisable. Le lendemain, Tandé arrive à l'auberge avec une détermination nouvelle. Dakaré le remarque. Pendant le déjeuner, il l'appelle dans son petit bureau. « Asseyez-vous, Tandé. » Elle s'assoit, nerveuse. « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?» Dakaré secoue la tête. « Non. Bien au contraire. Vous avez été exceptionnel. Ponctuel, dévoué, vous apprenez vite. Imani n'a que des éloges pour vous. » Tandé se détend un peu. « Merci, monsieur. » Dakaré se penche en avant. « J'aimerais vous faire une proposition. Imani vieillit, elle a mal aux jambes, elle souhaite ralentir le rythme. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse prendre plus de responsabilités en cuisine. Je vous ai appris les bases. Maintenant,
je veux vous former pour être la seconde cuisinière. Le salaire passe à 200 000 shillings. Tandé manque de tomber de sa chaise. 200 000 shillings. Cela change tout. Avec ce salaire, elle peut économiser 150 000 par mois. Elle peut réaliser son projet en 4 mois. J'accepte, monsieur Dakaré. Merci beaucoup pour cette opportunité. Il sourit. Vous avez obtenu ce résultat par vous-même. Les jours suivants sont un véritable tourbillon d'émotions. Tandé travaille plus dur que jamais, apprenant des recettes complexes auprès d'Imani, les techniques d'assaisonnement et de dressage. Elle découvre un don inné pour la cuisine. Elle sait quand le riz a besoin de plus d'eau rien qu'au bruit qu'il fait dans la casserole. Elle sait quand le poulet est parfaitement cuit rien qu'à son odeur. Imani est impressionnée. Tu es née pour ça, ma fille. J'en suis sûre. Et Tandé, pour la première fois depuis des années, est fière d'elle. Mais à la maison, la situation se dégrade encore davantage. Esh apprend l'augmentation de salaire, sans que personne ne sache comment, et sa fureur est incontrôlable. Maintenant, tu te prends pour une riche ? Tu te crois supérieure à nous ? Elle multiplie les tâches impossibles. Elle oblige Tandé à aller chercher du bois non pas une, mais 2 fois par semaine. Elle exige qu'elle lave le linge non seulement pour la famille, mais aussi pour les voisins, en leur faisant payer et en gardant l'argent. Et la nourriture ? Maintenant, Tandé n'a même plus droit au reste brûlé. Elle ne récupère que les miettes que même les chiens ne voudraient pas manger. Tandé endure tout en silence. Car elle le sait, chaque jour de souffrance la rapproche de la liberté. Elle conserve précieusement chaque pièce dans une boîte métallique qu'elle enterre chaque soir à un endroit différent de la cour, pour qu'Esh ne la trouve pas. Elle compte et recompte l'argent, calculant combien il manque. 250 000. 200 000. 150 000. Chaque comptage est une petite victoire, mais significative. Et quand enfin, 4 mois plus tard, elle compte et arrive à 600 000 shillings, elle a peine à y croire. Elle a réussi. Elle a vraiment réussi. Cette nuit-là, Tandé entre dans la chambre de son père. Jabari est éveillé, fixant le plafond comme à son habitude. Elle s'assoit près de lui, prend sa main et murmure « Papa, on part d'ici. Demain. » Jabari se retourne, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Tandé sourit, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai loué une maison. Petite, simple, mais elle est à nous. Rien qu'à nous. Demain matin, on part. » Jabari se met à pleurer lui aussi. « Ma fille, comment as-tu fait ?» Tandé l'embrasse sur le front. « Tu m'as appris à être forte. Maintenant, laisse-moi prendre soin de toi. » Le lendemain, Tandé se lève avant tout le monde. Elle range leurs quelques vêtements, les papiers importants et les médicaments de son père. Elle met tout dans un vieux sac. Puis, avec précaution, elle aide Jabari à se lever. Il est plus fort qu'il y a des mois, grâce aux médicaments qu'elle lui a achetés avec son salaire, mais il a encore besoin de soutien. Elle le tient fermement, passant son bras autour de ses épaules. Et ensemble, ils se dirigent vers la porte d'entrée. Esh apparaît, encore en chemise de nuit, ses yeux encore ensommeillés se remplissant soudain de fureur. « Où crois-tu aller ?» Tandé la regarde, le visage serein. « Nous allons dans notre nouvelle maison. » Esh rit, incrédule. « Nouvelle maison ? Avec quel argent ?» Tandé ne répond pas. Il continue simplement son chemin. Esh tente de bloquer la porte. « Tu ne l'emmèneras pas d'ici. C'est mon mari. » Tandé s'arrête, regarde Esh dans les yeux et dit d'une voix ferme et claire. « Il n'a jamais été à toi. Tu ne l'as épousé que pour avoir un toit et quelqu'un à dominer. Mais c'est terminé. » Esh lève la main pour frapper Tandé, mais cette fois, Tandé lui saisit fermement le poignet. « Ne me touche plus jamais. Plus jamais. » Esh tente de se dégager, mais la force de Tandé, forgée par des mois à porter 50 kilos de bois, est supérieure. Elle lâche le poignet d'Esh, qui recule, la peur se lisant pour la première fois sur son visage. Tandé et Jabari franchissent le seuil et s'engagent sur le chemin de terre rouge, le soleil levant éclairant leur passage. Dahlia apparaît à la fenêtre, les observant sans dire un mot. Et Esh reste là, à l'entrée de la maison, les regardant s'éloigner, sentant le contrôle lui échapper complètement. La nouvelle maison est petite, 2 pièces seulement, des murs en parpaing peint en blanc, un toit en tôle rafistolée. Mais quand Tandé ouvre la porte, elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des années, la paix. Elle aide son père à s'asseoir sur le nouveau lit qu'il a acheté, un vrai lit avec un matelas, pas une natte de paille. Jabari s'allonge, soupire profondément et sourit. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi dans un lit comme celui-ci. » Tandé le recouvre d'un drap propre. « Maintenant, tu dormiras comme ça tous les jours. » Elle range la maison, remet les casseroles à leur place,
trie le linge, nettoie chaque recoin. Et quand elle se redresse enfin, épuisée mais heureuse, elle regarde autour d'elle et murmure « On a réussi, maman. On a réussi ». Les jours suivants, la vie change radicalement. Tandé continue de travailler à l'auberge, mais elle retrouve enfin un foyer où elle est traitée avec respect, où elle peut manger à satiété, où elle peut dormir sans craindre d'être réveillée par des cris. Et Jabari, loin de cet environnement toxique, s'épanouit. Tandé se renseigne sur les exercices de kinésithérapie, regarde des vidéos empruntées sur le portable de Zola, la serveuse, et pratique les mouvements sur son père chaque jour. Peu à peu, ses muscles réagissent. Ses jambes se fortifient. Ses bras parviennent à soulever des charges. Et 3 mois après le déménagement, Jabari fait ses premiers pas seul. Ce sont des pas tremblants, hésitants, appuyés sur une canne de fortune, mais ce sont des pas. Tandé pleure de joie en serrant son père dans ses bras. « Je savais que tu y arriverais. » La nouvelle de la guérison de Jabari se répand dans le village. Les habitants sont impressionnés. Certains, qui avaient cru aux mensonges de Dahlia, commencent à douter de ce qu'ils ont entendu. Si Tandé avait vraiment négligé son père, il ne remarcherait plus, commente-t-il. Sa réputation se reconstruit peu à peu. Au travail, Dakaré reste impressionné. 6 mois après ce changement, il promeut à nouveau Tandé. « Tu vas devenir chef cuisinière. Imani prend sa retraite, et tu prends sa place. » Tandé a du mal à y croire. Chef cuisinière. Elle qui, 1 an auparavant, se contentait de restes brûlés ramassés à même le sol, dirige désormais les cuisines d'une auberge réputée. Son salaire passe à 300 000 shillings. C'est plus d'argent qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Grâce à son salaire plus élevé, Tandé améliore la maison. Il achète de meilleurs meubles, des appareils électroménagers et peint les murs de couleurs vives. Elle achète de nouveaux vêtements pour elle et son père. Et pour la première fois depuis des années, elle se regarde dans le miroir et reconnaît la personne qui la fixe. Plus la jeune fille brisée, humiliée et invisible. Mais une femme forte et capable, maîtresse de son destin. Et chaque jour, elle remercie sa mère de lui avoir transmis cette force intérieure. 1 an s'est écoulé depuis le déménagement. L'auberge prospère. La cuisine de Tandé attire des clients venus d'autres villes. Les voyageurs recommandent l'endroit précisément pour cette raison. Dakaré, constatant le succès, convoque Tandé dans son bureau. « Tandé, j'aimerais vous faire une proposition. Je vieillis, mes enfants ne souhaitent pas reprendre l'affaire. Je veux que vous soyez mon associé. 50% de l'auberge. » Tandé se fige. « Monsieur, je ne peux pas me le permettre. » Dakaré lève la main. « Je ne vous demande pas d'argent. Vous avez déjà payé par votre travail, votre dévouement, votre talent. Vous avez transformé cet endroit. Vous méritez d'en être propriétaire autant que moi. » Tandé ne peut retenir ses larmes. « Monsieur Dakaré, je ne sais pas quoi dire. » Il sourit. « Acceptez. » Tandé essuie ses larmes et tend la main. « J'accepte. » La nouvelle se répand dans le village. Tandé, la jeune fille qui portait autrefois le bois, possède désormais la moitié de l'auberge Kilima. Les gens sont sans voix. Certains l'envient, d'autres l'admirent. Mais Tandé n'y prête aucune attention. Elle travaille plus dur que jamais, étoffant la carte, formant de nouveaux employés et améliorant le service. L'auberge, qui comptait 6 chambres, en compte désormais 10. Le restaurant, auparavant réservé aux clients de l'hôtel, ouvre ses portes au public. Et en 6 mois, l'auberge Kilima est devenue l'établissement le plus prospère de Mbal. Jabari, complètement rétabli, travaille à la réception. Il marche sans canne, arbore un large sourire et raconte des histoires aux clients. C'est un homme totalement différent de celui qui était alité et paralysé. Et chaque soir, à la fermeture de l'auberge, il serre sa fille dans ses bras et lui dit « Tu m'as sauvé, Tandé. De toutes les manières possibles. » Et Tandé répond « Nous nous sommes sauvés mutuellement, papa. Ensemble. » Puis, par un après-midi pluvieux d'avril, exactement 1 an et 8 mois après avoir quitté la maison d'Esch, un événement inattendu se produit. Tandé est dans la cuisine de l'auberge, en train de préparer une sauce aux cacahuètes pour le dîner, lorsque Zola fait irruption. « Tandé, il y a une femme dehors qui veut te parler. Elle a l'air désespérée. » Tandé fronce les sourcils. « Qui est-elle » Zola hésite. Elle n'a pas dit son nom. Mais elle est très malade, sale, maigre. Un sentiment d'angoisse envahit Tandé. Elle s'essuie les mains sur son tablier et se dirige vers l'entrée de l'auberge. Et là, sous la pluie, trempée, les vêtements déchirés et les yeux cernés, se tient Esch. Tandé s'arrête à la porte, observant. Esch lève les yeux, et lorsqu'elle reconnaît Tandé, baisse aussitôt la tête. « Tandé » dit-elle d'une voix rauque et faible.
Il faut que je te parle. Tandé croise les bras. Parle. Ai-je fait un pas en avant, tremblante de froid ou de peur, peut-être les deux. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai fait. Mais je suis désespérée. Je n'ai plus rien. Plus personne. Tandé reste silencieux, attendant. Ai-je poursuit, les mots jaillissant de sa bouche. Après ton départ et celui de Jabari, tout s'est effondré. Il était le seul à payer les factures avec sa pension d'invalidité. Sans lui, je n'ai pas pu garder la maison. J'ai tout perdu. Et Dahlia, elle m'a abandonnée. Elle a dit que j'étais un fardeau. Elle est partie à Kampala avec un petit ami et n'est jamais revenue. Tandé ressent une pointe d'amertume, une émotion étrange, ni joie de vengeance, ni pitié. C'est quelque chose de plus complexe. Et pourquoi es-tu venu ici? Ai-je dégluti difficilement. Pour m'excuser. Et pour te demander de l'aide. Je n'ai personne. Je dors dans la rue depuis des semaines. Je n'ai rien mangé de consistant depuis des jours. Elle se met à pleurer, ses larmes se mêlant à l'eau de pluie. J'ai été horrible avec toi. Je le sais. J'ai été cruelle, injuste, monstrueuse. Tu as parfaitement le droit de me renvoyer. Mais je t'en supplie, s'il te plaît, n'importe quoi. Un repas. Un endroit où dormir pour une nuit. N'importe quoi. Tandé fixe la femme qui l'a torturé pendant des années. Celle qui l'obligeait à dormir dans la cour, à manger à même le sol, à porter des charges inhumaines. Une partie d'elle a envie de claquer la porte au nez d'Ai-je. Elle voudrait lui faire ressentir ce qu'elle a enduré. Mais soudain, les paroles de sa mère lui reviennent. « Promets-moi que tu seras forte. » Et Tandé comprend, la force n'est pas la vengeance. La force, c'est choisir d'être meilleur que ceux qui vous ont fait du mal. Tandé soupire profondément et dit « Entre. » Ai-je lève la tête, surprise. « Quoi ?» Tandé répète, d'un ton plus ferme, « Entre. Tu es trempé et tu as froid. Entre. » Ai-je hésite, comme si c'était un piège, puis entre lentement dans l'auberge. Tandé la conduit à la cuisine, prend une serviette et la lui tend. « Essuie-toi. » Puis elle prépare une assiette généreuse, riz, haricots, poulet grillé, salade, bananes plantain frites. Elle la pose sur la table. « Mange. » Ai-je regarde l'assiette, puis Tandé, les yeux embués de larmes. « Pourquoi fais-tu ça ?» Tandé s'assoit en face d'elle. « Parce que je ne suis pas toi. » Ai-je commence à manger, lentement d'abord, puis plus rapidement, comme quelqu'un qui a vraiment faim. Tandé la regarde en silence. Quand Ai-je a fini, elle s'essuie la bouche et murmure « Merci. Et je suis désolée. Pour tout. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. » Tandé reste silencieuse un long moment. Puis elle dit « Je ne ferai pas semblant de te pardonner. Tu m'as blessée d'une manière qui me marquera à jamais. Mais je ne te laisserai pas mourir de faim dans la rue. » Elle prend un sac, y met du pain, des fruits, du riz et des haricots. Puis elle prend une enveloppe et y glisse 50 000 shillings. Elle tend le tout à Ai-je. « Cela te permettra de tenir 2 semaines, peut-être 3 si tu économises. Après, tu devras te débrouiller seul. Cherche du travail, reconstruis ta vie. Je ne peux pas le faire pour toi. » Ai-je ramasse le sac et l'enveloppe en tremblant. « Tandé, je ne mérite pas ça. » Tandé se lève. « Non, tu ne le mérites pas. Mais je te le donne quand même. Parce que c'est ce que font les gens bien. » Ai-je éclate en sanglots. « Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. » Elle le répète comme un mantra, comme si elle pouvait effacer des années de cruauté par ses excuses. Tandé la regarde, impassible. Quand Ai-je se calme enfin, Tandé l'accompagne jusqu'à la porte. La pluie cesse. « Va-t'en, Ai-je. Et essaie d'être meilleur que tu ne l'étais. » Ai-je s'en va, la tête baissée, disparaissant dans la rue mouillée. Tandé ferme la porte et s'y appuie, épuisé émotionnellement. Jabari, qui avait tout observé depuis la réception, s'approche en boitant légèrement. « Tu as bien fait, ma fille. » Tandé le regarde. « Vraiment. » Jabari sourit. « Tu lui as montré que ta bonté est plus forte que sa méchanceté. C'est une vraie victoire. » Tandé serre son père fort dans ses bras. « Je veux juste que cela ne nous hante plus jamais. » Jabari l'embrasse sur le front. « Non. Parce que tu es libre maintenant. Vraiment libre. » Cette nuit-là, Tandé ne parvient pas à dormir. Elle fixe le plafond, repassant en boucle tous les événements de ces dernières années. La mort de sa mère. L'accident de son père. L'arrivée d'Ai-je. Le calvaire quotidien. Le travail à l'auberge. La libération. La convalescence. Et maintenant, les retrouvailles avec Ai-je.
C'est comme si toute sa vie défilait devant ses yeux. Et elle réalise quelque chose. Elle n'est plus cette adolescente de 15 ans apeurée. Elle est une femme de 21 ans, à la tête de sa propre entreprise, respectée dans sa communauté, forte. Et personne ne pourra lui enlever cela. Les mois suivants furent marqués par une croissance fulgurante. Le partenariat officialisé, Tendé investit dans la maison d'hôte. Elle rénova les chambres, améliora la décoration et ajouta de nouveaux services. Le succès fut immédiat. La Kilima Guesthouse commença à figurer dans les guides touristiques et les blogs de voyage. Des clients du Kenya, de Tanzanie et même d'Europe réservaient spécialement pour y séjourner. Et tout cela grâce à la cuisine de Tendé. Elle développa un style unique, mêlant recettes traditionnelles ougandaises et touches de modernité. Son plat signature, poulet à la sauce aux cacahuètes, riz au lait de coco et légumes grillés, devint célèbre dans toute la région. Dakaré, voyant le succès, propose un projet ambitieux. Tendé, je pense qu'il est temps de se développer. Et si on ouvrait une deuxième maison d'hôtes? Tendé est surpris. Monsieur, n'est-ce pas trop risqué? Dakaré rit. Tout est risqué. Mais si on ne prend pas de risque, on ne saura jamais ce qu'on aurait pu accomplir. Tendé réfléchit quelques jours et se décide. Prenons le risque. Ils achètent un terrain plus grand dans un quartier plus touristique de Mbale et commencent la construction de la Kilima 2 Guesthouse. C'est un investissement conséquent, qui engloutit toutes leurs économies, mais Tendé croit en ce projet. La construction dure 8 mois. Pendant ce temps, Tendé travaille sans relâche, supervisant les travaux, élaborant le menu et formant le nouveau personnel. Elle embauche des jeunes du village, notamment ceux qui, comme elle, n'ont pas eu d'opportunité. Elle leur transmet tout son savoir, comme Imani le lui a transmis. Et lorsque l'auberge Kilima 2 ouvre enfin ses portes, c'est un succès immédiat. Complet dès la première semaine, avec des réservations prolongées de plusieurs mois. Tendé, aujourd'hui âgée de 23 ans, est une femme d'affaires respectée. Elle emploie 23 personnes au total dans ses 2 maisons d'hôtes. Elle assure un revenu à des familles entières. Elle est invitée à intervenir dans les écoles pour parler d'entrepreneuriat et de dépassement des difficultés. Et chaque fois qu'elle raconte son histoire, de la petite fille qui portait 50 kilos de bois de chauffage à la propriétaire de 2 maisons d'hôtes, les gens sont touchés. « Comment avez-vous fait ?» lui demande-t-il. Et Tendé répond toujours la même chose. « J'ai continué à marcher. Même quand je pensais ne plus pouvoir continuer. J'ai persévéré. » Jabari, désormais complètement rétabli, fait la fierté de sa fille. Il travaille à la réception de l'auberge Kilima d'origine, accueillant les clients avec des histoires et des sourires. Et chaque soir, à la fermeture, il regarde Tendé et lui dit « Ta mère serait si fière. » Et Tendé répond toujours « Je sais, papa. Je la sens présente chaque jour. » 2 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de la 2e auberge. La vie est belle et stable. Tendé envisage de s'étendre à Kampala lorsqu'un événement inattendu se produit. Elle est dans la cuisine de Kilima Inn 2, en train d'apprendre à une nouvelle employée à faire de la sauce tomate, lorsque Zola arrive en courant. « Tendé, il faut absolument que tu vois ça. » Tendé fronce les sourcils. « Quoi donc ?» Zola hésite. « C'est mieux si tu le vois en personne. » Tendé laisse tout tomber et se dirige vers l'entrée. Là, au milieu de la rue, se trouve Dahlia. Mais elle est méconnaissable. Maigre, pâle, un bébé dans les bras. Le bébé pleure, Dahlia a l'air épuisée. En voyant Tendé, elle se met à pleurer elle aussi. « Tendé, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Tendé reste figée. La dernière fois qu'elle a vu Dahlia, la jeune fille se moquait d'elle, la ridiculisait, prenait des photos compromettantes. À présent, elle est là, visiblement désespérée. « Que veux-tu, Dahlia ?» Dahlia s'approche, tenant délicatement le bébé. « Je sais que je ne mérite rien de toi. J'ai été horrible. J'ai dit des choses terribles, répandu des mensonges, je t'ai traité comme un moins que rien. Mais je suis désespérée. Mon petit ami m'a abandonnée quand il a su que j'étais enceinte. Je suis partie seule à Kampala, j'ai accouché, j'ai essayé de travailler, mais je n'y suis pas arrivée. Je n'ai personne. Nulle part où aller. Et j'ai entendu dire que tu avais aidé ma mère il y a quelques années. Alors j'ai pensé. » Elle s'interrompt, sanglotant. Le bébé continue de pleurer. Tendé observe la scène. La fille qui l'a torturée se retrouve maintenant dans la même situation de vulnérabilité qu'elle. C'est un moment crucial. Tendé pourrait lui tourner le dos. Elle pourrait dire que Dahlia mérite de souffrir comme elle a souffert. Personne ne la jugerait. Mais alors, Tendé pose les yeux sur le bébé dans les bras de Dahlia. Un être innocent, qui n'est responsable de rien. Et elle repense à son enfance, à la promesse faite à sa mère d'être forte. Et être forte, elle le comprend maintenant,
ce n'est pas être impitoyable. C'est être meilleur que ceux qui vous ont fait du mal. Tendez soupire et dit, entrez. Nous allons vous nourrir, vous et le bébé. Dahlia lève les yeux, surprise. Vraiment. Tendez hoche la tête. Oui. Mais que les choses soient claires, je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour l'enfant. Parce qu'elle est innocente. Dahlia entre, toujours en sanglots, répétant « merci » à plusieurs reprises. Tendez prépare le repas, donne le biberon au bébé et prépare une chambre propre pour que Dahlia puisse se reposer. Et tandis que Dahlia dort, épuisée, Tendez médite sur la vie, ses détours et ses rebondissements, et sur la façon dont ceux qui nous ont blessés reviennent parfois brisés, implorant notre aide. Le lendemain, Tendez s'assoit avec Dahlia et est direct. Tu peux rester ici une semaine. Je te donnerai à manger, un toit et de l'argent pour commencer. Mais après, tu devras te débrouiller seul. Trouve du travail, prends soin de ta fille, reconstruis ta vie. Dahlia hoche la tête, honteuse. Je le ferai. Je te le promets. Et Tendez, je suis désolée. Vraiment. J'ai été immature, cruelle, envieuse. Je te regardais et je voyais quelqu'un de plus fort, de plus déterminé. Et au lieu de t'admirer, je te détestais pour ça. C'était mal. C'était horrible. Tendez ne dit pas que ce n'est pas grave, parce que ça ne l'est pas. Mais elle accepte ses excuses d'un signe de tête. Dahlia reste 5 jours à la pension. Pendant ce temps, Tendez l'aide à chercher du travail, lui établit des contacts et lui trouve un emploi dans un magasin de vêtements Ambal. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est un début. Il l'aide aussi à louer une petite chambre et lui donne de quoi payer le premier mois. Le jour de son départ, Dahlia serre Tendez fort dans ses bras. « Tu es meilleur que je ne le serai jamais », murmure-t-elle. Tendez répond simplement « Tu peux être meilleur. Il te suffit de le choisir. » 3 ans se sont écoulés depuis ce jour. La vie de Tendez continue de s'épanouir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée à 15 ans, lorsqu'elle transportait du bois sous un soleil de plomb. Ses 2 maisons d'hôtes affichent complet, sa réputation de chef s'est répandue dans tout l'Ouganda, et elle a récemment ouvert un petit restaurant à Kampala. L'endroit rencontre un succès immédiat auprès des cadres, des touristes et même des politiciens. Tendez est invitée à la télévision, les journaux lui consacrent des articles, la qualifiant de « femme d'affaires qui a su renaître de ses cendres » et des « exemples de résilience africaine ». Mais ce qui compte vraiment pour Tendez, ce ne sont ni les titres ni l'argent. C'est de pouvoir se réveiller chaque jour chez elle, auprès de son père guéri. C'est de pouvoir nourrir non seulement elle-même, mais aussi 27 employés et leurs familles. C'est de pouvoir se regarder dans le miroir et voir une femme qui n'a pas cédé, même quand tout semblait conspirer contre elle. C'est de savoir que sa mère, où qu'elle soit, la regarde avec fierté. Jabari, aujourd'hui âgé de 60 ans, est complètement rétabli. Il marche sans canne, travaille à la réception de l'auberge 3 jours par semaine, plus par plaisir que par nécessité, et les autres jours, il s'occupe d'un petit jardin derrière la nouvelle maison que Tendez a achetée. Une vraie maison, avec 3 chambres, un salon spacieux, une cuisine moderne et une salle de bain attenante. Des luxes simples, basiques pour beaucoup, mais qui représentent pour eux des accomplissements considérables. Chaque après-midi, Jabari cueille des tomates et du gombo dans le jardin et les apporte à Tendez pour qu'elle essaie de nouvelles recettes. Et chaque soir, avant de s'endormir, il entre dans sa chambre, l'embrasse sur le front et lui dit « Tu m'as sauvée, ma fille. » De toutes les manières possibles. Et Tendez répond toujours « Nous nous sommes sauvés mutuellement, papa. Ensemble. » Esh réapparaît une dernière fois, 2 ans après ce jour pluvieux. Mais cette fois, elle n'est plus désespérée. Elle a trouvé un emploi dans une usine textile, vit dans une chambre louée et survit avec le strict minimum, mais avec dignité. Elle vient à l'auberge non pas pour demander quoi que ce soit, mais pour remercier. Quand vous m'avez donné ce sac et cet argent, j'avais 2 choix, survivre ou recommencer à zéro. J'ai choisi de recommencer. J'ai trouvé ce travail à l'usine. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête. Et pour la première fois depuis des années, je dors en paix. Tendez écoute en silence. Esh poursuit, la voix étranglée par l'émotion. Je suis venu ici parce que vous méritez de savoir que votre bonté, même si elle était imméritée, a changé ma vie. Vous auriez pu me laisser mourir dans la misère. Mais vous avez choisi de me donner une chance. Et j'essaie, chaque jour, d'être digne de cette chance. Tendez regarde la femme qui l'a torturée, désormais âgée et courbée sous le poids de ses propres erreurs, et ressent quelque chose d'inédit, une compassion sincère. J'espère que tu trouveras la paix, Esh. Vraiment. Esh essuie ses larmes et s'en va, et Tendez sait qu'il ne la reverra probablement jamais. Et c'est bien ainsi. Dahlia réapparaît, mais pas seule. Elle amène sa fille, maintenant âgée de 3 ans, une petite fille au large sourire et aux yeux curieux.
Je voulais te la présenter, dit timidement Dahlia. Elle s'appelle Nyasha. Je l'ai nommée ainsi en hommage à ta mère. Car sans toi, je ne sais pas si nous serions encore en vie aujourd'hui. Et je voulais te le rendre. Tandé est émue. Voir cette enfant innocente porter le nom de sa mère est profondément touchant. Elle s'accroupit et parle à la petite Nyasha, qui rit et l'enlace. Dahlia, observant la scène, murmure « Merci de m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer. » Tandé sourit sincèrement. N'oublie jamais cette leçon. Par un bel après-midi de novembre, 10 ans jour pour jour après la mort de Nyasha, Tandé se trouve dans la cuisine de son restaurant à Kampala lorsqu'elle reçoit un appel qui va tout changer. C'est un producteur d'une émission culinaire internationale intitulée « Saveurs d'Afrique ». Il souhaite raconter son histoire, tourner un épisode sur son parcours et faire découvrir ses recettes à des millions de personnes à travers le continent et au-delà. Tandé a du mal à y croire. « Pourquoi moi ?» demande-t-elle. Le producteur rit. « Parce que votre histoire est l'essence même de l'Afrique. Non pas la misère, non pas la victimisation. Mais la résilience. La force. La capacité de transformer la douleur en raison d'être. Il faut que cela soit raconté. » L'épisode est tourné 3 mois plus tard. Les caméras suivent Tandé à travers les pensions, le restaurant et le village de Mbale. Elles interviewent des employés qui parlent d'elle avec admiration et affection. Elles interviewent Jabari, qui pleure en racontant comment sa fille l'a sauvée. Elles interviewent Vimani, l'ancienne cuisinière, qui déclare « Je lui ai appris à cuisiner. Mais elle m'a appris ce que signifie ne jamais abandonner. » L'épisode est diffusé 6 mois plus tard et devient viral. Des millions de vues, des partages sur toutes les plateformes de médias sociaux, des articles dans les journaux internationaux. Tandé reçoit des messages du monde entier, des gens disant que son histoire a inspiré le changement, encouragé de nouveaux départs et donné de l'espoir. Mais pour Tandé, la véritable reconnaissance arrive un matin paisible, assise dans le jardin, prenant le thé avec son père. Le soleil se lève sur les collines de Mbale, les oiseaux chantent, le jasmin embaume l'air. Jabari la regarde et lui dit « Sais-tu à quoi je pense chaque matin en me réveillant ?» Tandé sourit. « Quoi, papa ?» Il lui prend la main. « Que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que même quand j'ai tout perdu, quand j'étais paralysée, brisée, désespérée, je t'avais, toi. Et tu n'as jamais baissé les bras. Même quand j'avais déjà perdu espoir, tu as continué à te battre. Pour nous deux. » Tandé serre la main de son père, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai appris de maman. Elle m'a fait promettre d'être forte. Et j'ai tenu ma promesse. » Ce soir-là, Tandé gravit la colline jusqu'au petit cimetière où Nyasha est enterrée. Elle n'y vient pas souvent, la vie est trépidante, mais lorsqu'elle s'y rend, elle ressent une profonde paix. Elle s'agenouille près de la simple pierre tombale, enlève les feuilles mortes et y dépose des fleurs fraîches. Puis, pour la première fois depuis des années, elle parle à voix haute à sa mère. « Maman, je ne sais pas si tu m'entends. Mais je voulais te dire que j'ai réussi. J'ai tenu ma promesse. J'ai pris soin de papa. J'ai été forte. Même quand je pensais ne pas y arriver, j'ai tenu bon. Et aujourd'hui, en repensant à cette jeune fille de 15 ans qui portait 50 kilos de bois, qui était humiliée, qui mangeait par terre, qui dormait dans la cour, je suis fière d'elle. Parce qu'elle n'a pas craqué. Elle s'est transformée. » Tandé essuie ses larmes et sourit. « J'espère que je t'ai rendue fière, maman. Parce que tout ce que je suis aujourd'hui, je te le dois. » Le vent souffle doucement, faisant onduler les arbres autour du cimetière. Et Tandé sent, au plus profond de son cœur, que sa mère lui répond. Non par des mots, mais par la certitude silencieuse que l'amour ne meurt jamais, il se transforme seulement. Et cet amour semé par Nyasha il y a tant d'années s'est mué en force, en résilience, en compassion et en réussite. Un héritage qui se perpétuera de génération en génération. Tandé descend la colline, le soleil couchant derrière elle, teintant le ciel d'orange et de violet. Elle contemple le village en contrebas, les lumières qui s'allument dans les maisons, les gens qui rentrent du travail, la vie qui se déploie dans toute sa belle et complexe complexité. Et elle murmure, parfois, la vie ne fait pas de miracle. Elle attend simplement de nous que nous continuions à nous battre. Et quand on se bat assez longtemps, assez fort, avec assez de cœur, on devient soi-même le miracle. Et c'est cette vérité que Tandé porte en elle. Elle n'a pas eu de chance. Elle n'a pas trouvé de raccourci. Elle n'a pas bénéficié d'un salut extérieur. Elle n'avait qu'une détermination inébranlable et le refus d'abandonner, même quand tout semblait l'y contraindre. Et aujourd'hui, 10 ans après avoir porté ses 50 kilos de bois sous un soleil de plomb, elle porte en elle quelque chose de bien plus précieux. La certitude d'avoir surmonté les épreuves, conquis et bâti, de ses propres mains calleuses, une vie pleine de sens, de but et de dignité. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Au bout de cette histoire, vous savez qu'elle ne parle pas seulement de Tendé. Elle parle de nous tous qui portons des fardeaux invisibles. Elle parle de tous ceux qui se lèvent chaque jour et mènent des combats invisibles. Elle parle de tous ceux qui ont été humiliés, rejetés, sous-estimés, mais qui ont refusé d'accepter cela comme leur destin. L'histoire de Tendé prouve que, peu importe le poids du fardeau que vous portez aujourd'hui, peu importe le nombre de personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas à la hauteur, peu importe le nombre de fois où vous êtes tombé, ce qui compte, c'est de se relever. Car la force ne vient pas de l'absence de chute. Elle vient de la capacité à se relever à chaque fois. Et si cette histoire vous a touché si vous vous êtes reconnu dans le parcours de Tendé, n'hésitez pas à la partager. Avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de changer les choses. Laissez un « j'aime » ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne. Nous approchons des 500 abonnés et chacun d'entre vous est essentiel pour que nous puissions continuer à partager ces histoires vraies de résilience. Dites-nous en commentaire quel moment de cette histoire vous a le plus marqué. Je lis tous les commentaires et j'aime savoir ce que vous ressentez. N'oubliez jamais, vous ne portez pas un poids, mais une force. Et cette force vous transforme, en ce moment même, en la personne que vous devez devenir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cela signifie que vous croyez en la transformation. Et croire, c'est le premier pas vers la réussite. À bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, votre histoire compte aussi. Continuez à vous battre. Continuez d'avancer. Car au final, la victoire appartient à ceux qui n'ont pas abandonné.